Le vase en argent s'est écrasé contre ma pommette, avec un craquement écœurant, me tirant brutalement de mon sommeil. Ma vision a explosé en un kaléidoscope d'étoiles, tandis que le sang chaud coulait sur mon visage. Ce n'était pas le concept abstrait de la trahison, mais bien son moment physique, réel. J'ai levé les yeux vers mes parents, qui se penchaient au-dessus de mon lit, des coupes de champagne dans leurs mains libres, leurs visages déformés par les ombres et le mépris. « C'est bien fait pour toi, d'avoir essayé de faire de l'ombre à ta sœur, » a sifflé ma mère, faisant tourner son verre avec autant de désinvolture que si nous parlions de la météo. On verra bien s'ils voudront prendre des photos de ce visage-là demain. Le mariage? Ma sœur? La chambre d'amis? Les pièces du puzzle se sont assemblées dans mon esprit, alors que le sang s'infiltrait dans l'oreiller sous ma tête. Quoi? Ai-je étouffé, un goût de cuivre dans la bouche, incrédule. De quoi est-ce que vous parlez? Mon père a ri. Pas un rire nerveux ou coupable, mais un rire amusé, comme si je lui avais demandé de raconter une blague. Tu aurais dû rester invisible. Mais non, il a fallu que tu te maquilles. Il a fallu que tu te tiennes trop près de la mère du marié. Il s'est penché davantage, son haleine aigre de champagne coûteux. Tu n'es rien. Tu es la toile de fond. Je m'appelle Julia. J'ai 32 ans et je suis bibliothécaire. Voici l'histoire de comment je suis passée de la toile de fond familiale au miroir qui a brisé leur image parfaite. J'ai essayé de me lever, mais la pièce a basculé violemment. Mon œil était déjà en train de se fermer à cause de l'enflure. Mes lèvres, fendues, pulsaient à chaque battement de cœur. Le sang gouttait sur le tapis de la chambre d'amis, celui que ma mère avait commandé spécialement pour le week-end précédant le mariage de ma sœur. « Reste à terre », a ordonné ma mère, sa voix froide comme l'acier de janvier. Tu as déjà gâché la répétition rien que par ta présence. Demain, c'est son grand jour, pas le tien. Ces gens qui se tenaient au-dessus de moi, c'étaient les mêmes qui m'avaient tenu la main pendant les orages, qui m'avaient raconté des histoires pour m'endormir en prenant des voix différentes pour chaque personnage. Maintenant, ils levaient leur flûte de champagne dans un toast grotesque. À la paix et à la perfection, a dit mon père, en trinquant avec ma mère. Une distraction de moins, a ajouté ma mère, tous deux se découpant en silhouette dans la faible lumière du couloir. J'ai rampé jusqu'à la salle de bain, les doigts tremblants, tandis que je verrouillais la porte et allumais la lumière. Le miroir m'a fait hurler, pas un cri fort, mais un son étranglé, coincé derrière mes dents. Ma joue était d'un cramoisi profond, enflant rapidement. Une entaille déchiquetée courait au-dessus de mon sourcil, le sang s'écoulant en minces filets qui se rejoignaient au niveau de ma mâchoire. On aurait dit que j'avais été gravement blessée. J'ai pressé une serviette contre mon visage, m'affaissant sur le carrelage froid. Le plus étrange n'était pas la douleur, ni la trahison. C'était la façon dont je n'ai pas pleuré, pas une seule fois. Cela me terrifiait plus que mon propre reflet. Je ne sentais rien, si ce n'est un froid glacial qui se propageait, comme si de l'eau glacée remplaçait le sang dans mes veines. Le matin est arrivé avec des coups violents sur la porte de la salle de bain. Tu as intérêt à ne pas faire de scène. La voix de ma sœur, aussi tranchante que l'objet qui m'avait coupé le visage. N'ose même pas tout gâcher. Ma mère s'est jointe au cœur. Soit tu sors et tu enfiles cette robe grise et terne que nous avons choisie pour toi, soit tu pars. J'ai ouvert la porte lentement. Ils étaient tous les trois là, ma sœur dans son peignoir de soie, les cheveux enroulés dans des bigoudis parfaits, mes parents l'encadrant comme des gardes royaux. Ils ont reculé à l'unisson. « Oh mon Dieu !» a murmuré ma sœur. « Ton visage. Mon Dieu ! Qu'est-ce que tu t'es fait ?» Avant que je puisse répondre, ma mère a lancé sèchement, « Elle est probablement tombée. Elle est maladroite. Elle l'a toujours été. » Puis elle s'est tournée vers moi, les yeux plissés, et a chuchoté, « Et personne ne te croira, toi, plutôt que nous. » Elle m'a enfoncé un stick anti-cerne dans la paume de la main, comme une menace. 1 heure plus tard, je me tenais au fond de l'église, le visage si contusionné et couvert de correcteurs que je ressemblais à un tableau mal restauré. Les invités se tournaient pour me regarder, certains inquiets, d'autres confus. Pas une seule personne ne m'a demandé si j'allais bien. Pendant l'échange des vœux,
Ma mère s'est penchée et a murmuré, « Souris. Fais au moins semblant d'être utile. » Mon père a gloussé à côté d'elle. Elle a de la chance qu'on la laisse même assister à ça. C'est à ce moment précis que quelque chose en moi s'est fissuré. Pas brisé, fissuré. Une fissure nette, fine, précise, comme le scalpel d'un chirurgien pratiquant la première incision. Il pensait que je resterais insignifiante, que je m'éclipserais, que j'oublierais, que je disparaîtrais. Mais j'en avais fini d'être leur toile de fond, et je savais déjà exactement ce que j'allais faire. Le lendemain du mariage, la lumière du soleil filtrait à travers les rideaux fins, comme des couteaux me tranchant le crâne. Chaque pulsation dans mon visage ravivait des élancements de douleur. J'ai essayé de bouger ma mâchoire et j'ai senti la piqûre aiguë là où la peau s'était fendue pendant la nuit. Mon reflet était pire que la veille. Un violet foncé s'épanouissait sous un œil, du sang séché au coin de ma bouche, et une éraflure qui descendait sur ma joue comme une signature cruelle. En bas, des rires flottaient depuis la cuisine, le genre de rire qui prétend que rien ne s'est passé. La voix tonitruante de mon père passait par les conduits d'aération. Grand jour aujourd'hui, le mariage de notre fille parfaite. Rien ne pouvait le gâcher. Ma mère a renchéri, j'y ai veillé personnellement. Le petit rire de ma sœur a suivi, léger et satisfait. Je suis restée assise, figée, les mains agrippées au bord du lit. La colère n'est pas venue d'un coup. Elle s'est construite en couches silencieuses, le choc d'abord, puis la confusion, l'incrédulité, jusqu'à ce que finalement, quelque chose de plus froid que la rage s'installe dans ma poitrine. Je me suis levée, j'ai lavé mon visage à l'eau froide, qui piquait comme des aiguilles, et j'ai enroulé une écharpe autour des pires ecchymoses. Quand je suis descendue, ma mère a levé les yeux de la table et a poussé un hoquet de surprise bien répété. « Qu'est-il arrivé à ton visage » a-t-elle dit assez fort pour que les traiteurs l'entendent. « Tu aurais dû être plus prudente en marchant dans le noir. » Mon père a siroté son café. « Peut-être que la maladresse est de famille » a-t-il marmonné, les yeux pétillants d'un amusement fin. Je voulais hurler la vérité. Je voulais sortir le vase de la poubelle et le claquer sur la table du petit-déjeuner en criant « Voilà ce que vous m'avez fait ». Mais je ne l'ai pas fait, parce que je me souvenais avec quelle rapidité il réécrivait les histoires, avec quelle facilité il me transformait en menteuse, chaque bleu que j'avais jamais eu, chaque larme qu'ils avaient qualifiée de recherche d'attention. Personne ne croyait la fille invisible. Alors je me suis assise tranquillement et j'ai observé chaque détail. La façon dont la main de ma mère tremblait légèrement en passant le sucre, comment le sourire de mon père n'atteignait jamais ses yeux. Le rire étudié de ma sœur chaque fois que quelqu'un mentionnait la célébration de la veille. Sur le lieu du mariage, au bord du lac, avec ses lustres en cristal et ses roses blanches, je suis restée en marge de la foule. Ma sœur rayonnait dans sa robe de créateur, marchant dans l'allée au bras de mon père, le même homme qui avait failli me casser le nez 12 heures plus tôt. Ma mère suivait fièrement, chuchotant aux invités, « Mes deux filles sont radieuses aujourd'hui. » Je captais les regards apitoyés que les gens me lançaient. Ils supposaient que j'avais eu un accident, ou peut-être que j'avais pleuré jusqu'à en avoir le visage enflé de jalousie. Personne n'a demandé la vérité. Ils ne le faisaient jamais. Après la cérémonie, je me tenais près de la tente du traiteur pendant que tout le monde portait un toast au champagne. Le mari de ma sœur a levé son verre vers mes parents. « Vous avez élevé la plus belle femme que j'ai jamais rencontrée. » Tout le monde a applaudi. Mon père s'est tourné et a levé son verre aussi, me regardant droit dans les yeux. « À la famille » a-t-il dit avec un sourire en coin. « Même à ceux qui font de leur mieux pour ne pas gâcher les photos. » La foule a ri. Mon estomac s'est tordu en un nœud. Ma mère s'est penchée vers un groupe de femmes et a chuchoté, assez fort pour que je l'entende, elle était jolie avant, quand elle prenait encore soin d'elle. Elle a toujours voulu voler la vedette à sa sœur. Leurs gloussements m'ont blessé plus profondément que n'importe quelle blessure physique. Mon téléphone a vibré dans mon sac. Un message de Sarah, ma collègue de la bibliothèque, la seule personne qui m'ait jamais cru. « Ça va ?» J'ai répondu, pas vraiment, mais bientôt. Pendant le reste de la réception, j'ai circulé dans la foule comme un fantôme, collectant des souvenirs. J'écoutais, mémorisant chaque phrase cruelle, chaque sourire moqueur.
J'ai regardé mes parents danser sur un air de jazz doux, trinquant à nouveau, chuchotant, enfin, quelque chose dont on peut être fier. C'est là qu'une idée s'est cristallisée. Lente, nette, délibérée. Pas une vengeance par le chaos, pas en criant, pas une simple révélation. Une vengeance par l'image. Ils se souciaient des apparences plus que de la vie elle-même. Leur fierté n'était pas de l'amour. C'était une monnaie. Ils la dépensaient à l'église, aux réunions de la communauté, au dîner. Notre famille parfaite, nos filles parfaites. Ils vivaient pour ça. Alors, j'ai décidé de la leur prendre. Après la réception, pendant que les jeunes mariés posaient pour les photos professionnelles, je me suis glissée dans la suite de la mariée. Le téléphone de ma sœur était posé, déverrouillé, sur la coiffeuse, à côté de son rouge à lèvres et de son parfum. Un seul clic et j'ai tout trouvé, des conversations avec ses amis, des photos de l'enterrement de vie de garçon de son fiancé, des textos pas si innocents entre elle et l'organisateur du mariage. Chaque secret qu'ils avaient essayé d'enterrer sous le champagne et les perles était là. Je n'ai rien volé. Je n'ai rien envoyé. Pas encore. J'ai juste pris des photos. Silencieuses, précises, horodatées. Ensuite, j'ai emprunté le téléphone de mon père dans la poche de sa veste. Il ne le verrouillait jamais. À l'intérieur, des centaines de messages avec des fonctionnaires locaux, des fournisseurs, des partenaires commerciaux. De l'argent, des pots de vin. Sa carrière, construite sur des accords secrets et de faux dons. Et ma mère, son dossier de mai privé nommé « Coup de main ». Il contenait des courriels demandant à des proches un soutien urgent pour sa fille Julia en difficulté, avec ma photo en pièce jointe. Elle avait collecté de l'argent en mon nom pendant des années, leur racontant que j'étais malade ou au chômage, tout en me traitant d'inutile en face. Au moment où le mariage s'est terminé, j'avais tout ce dont j'avais besoin. Ce soir-là, ils ont de nouveau trinqué dans le salon, les verres de champagne s'entrechoquant, la musique jouant, le rire de ma sœur résonnant dans la maison. Je me tenais dans l'embrasure de la porte du couloir, le visage à moitié éclairé par la lampe. Mon père a levé son verre vers moi avec une politesse simulée. « Tu peux sourire maintenant, ma chérie. Tout est fini, » a ajouté ma mère. « Tu ne seras jamais la plus jolie, mais au moins, tu n'as rien gâché. » Ma sœur a souri d'un air suffisant. On dirait que ce vaste a vraiment remis les idées en place. Ils ont tous ri, et j'ai fait quelque chose auquel ils ne s'attendaient pas. J'ai souri. Un sourire calme, étrange, et constant qui a fait taire le rire de ma mère en premier, parce qu'elle ne savait pas. Aucun d'eux ne savait qu'au matin, l'image de perfection qu'ils avaient gardée toute leur vie commencerait à s'effondrer. Les fichiers étaient déjà téléchargés, les emails déjà programmés. Et pour la première fois depuis mon enfance, je ne me sentais pas petite. Je me sentais éveillée. Je n'ai pas dormi cette nuit-là, non pas à cause de la douleur, je m'étais habituée à ce genre de mal depuis longtemps, mais parce que pour la première fois de ma vie, je n'avais plus peur d'eux. La maison, qui me semblait autrefois une prison, paraissait maintenant simplement temporaire, comme un décor de théâtre attendant d'être démonté. À 5 heures du matin, avant l'aube, je suis sortie de ma chambre, en faisant attention de ne réveiller personne. Le salon empestait encore le champagne et le parfum. Des verres à moitié vides jonchaient la table basse. Le bouquet de quelqu'un s'était fané sur le tapis. Mes parents s'étaient évanouis sur le canapé, encore dans leur tenue de mariage, ma sœur ronflant doucement sur le fauteuil, ses chaussures retirées. Je suis restée là à les regarder. 3 personnes qui avaient bâti toute leur existence sur les apparences, pas sur la substance. Ils pensaient que la nuit dernière était leur victoire, qu'ils m'avaient finalement humiliée pour me réduire au silence permanent. Ils ne savaient pas que leur obsession pour l'image les détruirait. Parce que plus tôt cette nuit-là, quand j'étais seule à l'étage, j'avais fait ce que je fais de mieux, travailler en silence. Depuis mon ordinateur portable, j'avais programmé 3 envois de mails anonymes, chacun réglé pour partir à 9 heures précises. Mes compétences en informatique, acquises en gérant les archives numériques de la bibliothèque, m'avaient appris suffisamment de choses pour créer des comptes email intraçables et programmer des envois différés. 1. À la liste des plus gros clients de mon père, avec des copies de ses paiements occultes et de ses fausses factures.
J'avais trouvé ses contacts clients facilement dans ses dossiers de mai, classés par nom d'entreprise. 1. Au donateur de l'association caritative de ma mère, montrant comment elle utilisait ma photo et inventait des histoires larmoyantes sur sa fille malade. Sa liste de contacts était commodément sauvegardée sous le nom « donateur », avec toutes les adresses e-mail dont j'avais besoin. Et le dernier, le plus délicat, à la belle famille de ma sœur. Juste une poignée de captures d'écran, rien d'explicite, rien de cruel, juste assez pour qu'ils posent des questions auxquelles elle ne pourrait pas répondre. Leurs coordonnées se trouvaient juste là, dans le programme du mariage que j'avais ramassé. Je ne cherchais pas le chaos. Je cherchais la vérité. À 8h30, j'ai fait mon sac. Mon visage palpitait à chaque battement de cœur. Mais cette fois, je ne l'ai pas caché. L'enflure, le bleu, ce n'étaient plus des marques de honte. C'étaient des preuves. J'ai enfilé mon manteau et je suis allée dans la chambre de mon fils. Il a cligné des yeux, réveillé, quand j'ai touché son épaule. Il avait séjourné avec moi chez mes parents pour le week-end du mariage, après avoir passé la journée de la cérémonie avec Sarah, qu'il avait gardée. Maman, c'est l'heure de partir. Oui, mon chéri. Quelque part où il fait chaud, quelque part où personne ne nous ment. Il a hoché la tête sans poser de questions, me faisant une confiance absolue, comme seul un enfant qui en a trop vu peut le faire. Nous sommes partis avant que quiconque ne bouge. L'air du matin était mordant, mais il semblait plus pur que jamais. Je n'ai pas regardé la maison en arrière. À 9h précises, alors que nous attendions à l'arrêt de bus, en direction du centre-ville où j'avais organisé un séjour temporaire dans un hôtel en utilisant mes économies de la bibliothèque, mon téléphone a commencé à vibrer sans arrêt. Une notification, puis une autre, puis des centaines. Les clients de mon père, les donateurs de ma mère, la nouvelle belle famille de ma sœur, tous répondant, appelant, transférant, exigeant des explications. En quelques heures, tout ce qu'ils avaient construit a commencé à s'effondrer. À midi, le bureau de mon père était en pleine crise. Un client a divulgué une des conversations sur les paiements en ligne. Rien d'illégal de ma part, juste la vérité qui ne pouvait être déformée. Son téléphone sonnait encore lorsque l'alerte d'information est apparue, un homme d'affaires local fait l'objet d'une enquête pour dons falsifiés. Le site web de la fondation, Coup de main, de ma mère a été mis hors ligne dans l'après-midi. L'une de ses donatrices, ma tante, avait publié des captures d'écran de tous les emails frauduleux que ma mère avait jamais envoyés. Elle a menti en utilisant le nom de sa propre fille, a-t-elle écrit. Elle disait que la pauvre fille avait des factures médicales. Il s'avère que la fille n'a jamais été mise au courant. Et ma sœur, le soir même, la famille de son mari a annulé la lune de miel. Les photos d'elle textotant l'organisateur du mariage se sont répandues dans les cercles de ragots de la petite ville comme une traînée de poudre. 2 semaines plus tard, son nouveau mari a demandé l'annulation du mariage pour fraude et tromperie. Aucun d'eux ne m'a appelé, pas une seule fois. À la place, la deuxième nuit, mon téléphone a vibré avec un seul message de mon père. Pas de salutation, pas de déni, juste 6 mots, tu penses que ça arrange quoi que ce soit? J'ai répondu lentement, non. Ça montre juste que ce n'était jamais brisé, seulement faux. Puis j'ai éteint mon téléphone. Les semaines qui ont suivi ont été plus calmes que prévu. Mon fils et moi avons emménagé dans un petit appartement au-dessus de la boulangerie de Rachel. J'avais rencontré Rachel 6 mois plus tôt, quand je l'avais aidé à mettre en place un système d'inventaire pour son entreprise, dans le cadre d'un programme de la bibliothèque. Elle était devenue une amie qui écoutait quand les autres ne le faisaient pas. Elle n'a pas demandé ce qui s'était passé quand je l'ai appelée pour lui dire que j'avais besoin d'un endroit. Elle a juste laissé une couverture pliée sur le canapé et a dit « Les nouveaux départs n'ont pas besoin d'explication ». J'ai pris un congé sans solde de la bibliothèque, puis j'ai démissionné pour accepter un emploi aidant Rachel à gérer sa comptabilité. Mon fils a commencé l'école à proximité. Il s'est fait un ami, son premier véritable ami, et est rentré un après-midi avec un dessin de nous deux, debout sous un grand soleil jaune. « Maman, je t'ai dessinée heureuse », a-t-il dit. J'ai ri, un vrai rire, pour la première fois depuis des années. 2 mois plus tard, j'ai reçu une enveloppe par la poste. Pas d'adresse de retour. À l'intérieur,
une photographie imprimée sur du papier de luxe. Mes parents, assis dans leur salon autrefois fiers, maintenant à moitié vide, des panneaux de vente aux enchères visibles par la fenêtre. Ma sœur était assise à côté d'eux, le mascara coulé, l'expression vide. L'enquête sur les affaires de mon père avait entraîné des amendes importantes et la perte de sa licence professionnelle, les forçant à vendre la plupart de leurs biens. Sur la photo, de l'écriture de ma mère, il y avait ces mots, « Es-tu heureuse maintenant ?» Je l'ai épinglé sur le réfrigérateur, non par méchanceté, mais comme un rappel. Parce que le bonheur, ce n'était pas de les voir tomber. Le bonheur, c'était de savoir qu'ils ne pouvaient plus nous faire de mal. Un soir, après avoir fermé la boulangerie, Rachel m'a trouvée assise sur les marches du porche, contemplant le coucher de soleil. « Tu penses parfois que tu es allé trop loin ?» a-t-elle demandé doucement. J'ai secoué la tête. Non. Je pense que je suis enfin allée assez loin. Elle a souri un peu. Bien. Mais ne regarde pas en arrière trop longtemps. Même la vengeance perd de son éclat si on la fixe trop. J'ai regardé vers l'horizon, la dernière lumière éclairant ma cicatrice en voie de guérison. Elle ne me dérangeait plus. Elle n'était plus laide maintenant. C'était une carte. La preuve de ce à quoi j'avais survécu. La preuve que je pouvais endurer et reconstruire. 1 an plus tard, j'ai ouvert mon propre petit café en ville. Mi-pâtisserie, mi-espace artistique. J'ai utilisé mes économies et un petit prêt commercial que Rachel m'a aidé à obtenir. Je l'ai appelé « Verre et Grâce ». Les gens me demandaient toujours l'origine du nom. Je souriais et répondais, parce que les deux peuvent se briser, mais un seul réfléchit la lumière ensuite. Chaque jour, je regarde mon fils rire avec la chaleur que je pensais que nous ne ressentirions plus jamais. Et parfois, tard le soir, en fermant la boutique, je passais devant un kiosque à journaux et voyais les noms de mes parents en petits caractères, un rappel du scandale auquel ils ne pouvaient survivre, des mensonges qu'ils ne pourraient jamais effacer. Ils avaient l'habitude de trinquer à la perfection. Maintenant, la seule chose qu'il leur restait à goûter était le regret. Je ne les ai pas détruits. Ils l'ont fait eux-mêmes. Je n'ai fait que tendre au monde le miroir qu'ils avaient brisé sur mon visage. Et cette fois, c'était moi qui le tenais fermement.